J'étais quand même une enfant assez sportive, encore une fois, jamais dans cette idée de faire de la compétition ou quoi que ce soit, mais plutôt dans le goût du sport, dans la passion pour le sport. Quand je suis sortie de Sciences Po, j'ai un peu craqué parce que j'avais quand même tout ce parcours médical très dense, ce parcours aussi de 3 ans qui était qui a été quand même très très vite, où j'ai quand même presque une année, toute ma 2e année. Honnêtement, entre l'hospitalisation, la rééducation ensuite, où j'allais en cours mais pas beaucoup, ma 2e année, très sincèrement, je la dois à mes copains de l'IEP qui m'ont filé les cours, à la compréhension d'un certain nombre d'enseignants. Mais voilà, j'ai quand même eu vraiment à cravacher pour diplômer dans les temps, pour pas rater d'années. Et donc, quand je suis sortie, j'avais besoin de faire autre chose, j'avais besoin de prendre l'air. Et au moment, de manière totalement concomitante, et ça c'est les petites synchronicités de la vie, je reçois donc en juin 99 un appel pour participer à la Coupe du Monde par équipe de tennis fauteuil à Flushing Meadows, donc à New York, parce que la première joueuse française s'est blessée et donc il leur faut une 3e pour remplacer. Donc je pars à New York et c'est mon premier voyage à l'étranger, enfin en tout cas à cette distance. J'étais allée en Europe mais j'étais jamais allée aux États-Unis, donc premier vol long courrier, premier voyage. Et puis voilà, après ça s'enchaîne parce que en étant à New York, de voir les meilleurs joueurs du monde, il y a aussi tout d'un coup je me retrouve aussi un peu plus dans une communauté, c'est-à-dire j'ai toujours récusé la notion de communauté des personnes handicapées parce qu'il y a autant de différences qu'il y a d'êtres humains sur Terre, mais quand même de se retrouver avec des gens qui ont une souffrance quelle qu'elle soit et une différence quelle qu'elle soit et qui pour autant arrivent à faire du sport de haut niveau et à se dépasser. Tout d'un coup, moi, je me suis sentie moins seule en fait, et j'ai eu envie de ressembler aussi à ces gens-là. Et donc, de l'après-pénal, je me suis dit bon, on va faire autre chose. À partir de 2002, vraiment là, je m'engage dans un vrai parcours de haut niveau. C'est-à-dire que auparavant, je faisais des tournois, je m'entraînais, c'était sérieux, mais l'aspect professionnel et études et parcours hors tennis restait très important. À partir de 2002, ça devient mon activité à temps plein. Je décide de revenir vivre chez mes parents qui m'accueillent pour m'entraîner et pour avoir vraiment cette opportunité-là. Je suis une battante perfectionniste, absolument pas compétitrice. J'ai extrêmement peur du combat. Et je pense que ça aussi, peut-être la solidité des acquis que j'ai eus à l'IEP, et c'est peut-être la part que j'ai un peu moins bien vécue dans le cursus de formation, mais qui finalement ensuite est la plus pérenne dans ce que j'utilise aujourd'hui. La notion de concurrence, par exemple, entre les étudiants, pour moi, était quelque chose d'extrêmement pénible. Et moi, ce que j'ai le mieux vécu, c'est de me retrouver dans un groupe. On était une petite dizaine, peut-être 8-10 de gens avec qui on est aujourd'hui toujours extrêmement liés. On se voit très peu, chacun habite dans son coin d'Europe, mais voilà, il y a un lien qui est quasi indéfectible. Et moi, je pense que j'aurais pas réussi l'IEP si j'étais rentrée dans le jeu de la concurrence, qui était alimenté aussi par certains et puis par les ambitions qu'on peut avoir. Évidemment, c'est des formations qui sont exigeantes, qui amènent aussi dans des positions professionnelles qui sont exigeantes et qui demandent qu'on donne le meilleur de soi. Mais pour moi, donner le meilleur de soi, c'était le faire dans le respect de l'autre et avec l'aide de l'autre, en fait. C'était un aspect de complémentarité de ce qu'on pouvait s'apporter. Pour moi, c'était extrêmement important. Le point serré, l'idée d'écraser l'autre. Et par moments, j'ai eu besoin d'avoir recours à ça, mais ça a toujours été très artificiel. Je me sentais très dans la comédie presque, dans l'acte. Et quand je regarde les images de la petite finale à Pékin, justement, le match pour la médaille de bronze, il y avait ce jeu, il fallait l'impressionner, je savais qu'elle avait peur, moi j'avais peur et j'avais besoin de détourner ma peur, donc c'était convenu d'avance, il y avait un scénario, il fallait serrer le poing et je me vois le faire. Mais la personne qui joue, c'est pas moi.
c'est pas celle que je suis vraiment. C'était un jeu d'acteur, quoi. Il y a peut-être ça aussi, le pourquoi j'ai voulu raconter mon parcours. Le déclencheur, il est double. Le premier, c'est que j'ai une nièce qui, il y a 4 ans, à qui maintenant il y a 4 ans, on a découvert du diabète, donc qui est diabétique, insulinodépendante. Et elle était en tout début de son adolescence, hein, elle avait 12 ans à ce moment-là. Et moi, je suis vraiment revenue en arrière, en fait, en me disant... voilà, c'est pareil, 12, 13 ans, ce moment où il y a beaucoup de choses qui se déterminent dans la vie d'un jeune, d'un adolescent et notamment dans la vie d'une jeune fille, sur les opportunités, sur le champ des possibles. Et c'est pour moi une période où il y a eu beaucoup de portes qui se sont fermées. Alors paradoxalement, il y en a aussi qui sont ouvertes et on parle toujours de celles qui sont ouvertes. Et donc là aussi, quelque part, c'est est-ce que j'ai le droit de me plaindre quand je suis aujourd'hui, pareil, très fière et très heureuse de ce que j'ai accompli dans le sport. Hein. Enfin, je suis extrêmement reconnaissante au sport de m'avoir apporté ce qu'il m'a apporté, et je suis aussi très consciente du fait que sans le handicap, j'aurais pas vécu ça. Donc, à la question qu'on pose fréquemment aux personnes handicapées, est-ce que vous rendriez vos médailles pour marcher ou, enfin voilà. Pour moi, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là. C'est intimement lié. Moi, aujourd'hui, je renonce à rien de ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu, point. Et le handicap, et c'est aussi ça dans la force de résilience. Il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de choses difficiles. Si on raconte l'histoire que du point de vue des faits, on va se dire c'était extrêmement lourd. Et puis en même temps, c'est aussi ce qui m'a forgé. On parlait de la formation à Sciences Po, mais c'est la formation à Sciences Po, c'est est-ce que je serais rentrée à Sciences Po, est-ce que j'aurais eu la niaque pour le faire si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu avant, peut-être pas. Enfin voilà, tout est tout le temps imbriqué, donc on revient jamais sur les choses en arrière. C'est des choses dont on parle assez peu, ou aujourd'hui qui sont peut-être mal qualifiées, où on dit voilà, c'est des surdoués, c'est des voilà, mais c'est pas forcément juste ça en fait, c'est juste que on fonctionne pas tout à fait dans la norme et que du coup bah on a du mal à s'ajuster à une norme, quoi. Alors pour moi tout ça a été très latent parce que bah justement il y avait cette histoire de handicap et les opérations, et enfin quand j'étais gamine bah j'allais à l'hôpital, donc le fait que je performe bien à l'école, c'était chouette, et le fait que je souffre pas des hospitalisations régulières et que mon parcours scolaire s'en ressente pas et que j'ai un an d'avance et que, en gros, ce côté-là, ça roule. Quelque part, c'était même un soulagement pour ma famille, et heureusement, il y avait ça. Mais quand à l'adolescence, je commence à pas forcément me sentir très bien dans ma peau, on se dit tous, et moi la première, c'est le handicap. Et en fait, peut-être pas. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un autre fonctionnement scolaire. Et c'est pour ça aussi que j'ai été heureuse à Sciences Po. Parce qu'à Sciences Po, j'ai retrouvé des gens qui me ressemblaient. Et ça, voilà, pour moi, c'est des gens qui m'ont fait rêver aussi, quoi, et qui m'ont bougé, quoi, d'un point de vue personnel. Je pense à Anne Godin, qui a été ma directrice de mémoire et qui a été mon prof de droit public, et voilà, avec qui j'ai vraiment eu ce lien peut-être un peu au-delà du lien prof-étudiant. Mais en fait, c'est peut-être ça la différence, et je crois que c'est ça qui a le plus changé aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie vie étudiante. Nous, on avait une vie étudiante, je pense, je me souviens d'être allée au CRIT à plusieurs reprises, notamment une année à Grenoble, où voilà, c'était super, on avait passé des super moments et tout ça. Mais en fait, la vie était quand même beaucoup plus centrée sur, il y a le temps qu'on passe à faire nos études, et puis il y a le temps qu'on passe avec certains en dehors. Et je crois que ça, c'est ce qui a le plus changé aujourd'hui à l'IEP, mais aussi dans les écoles de commerce en France, où il y a vraiment cette vie étudiante, la vie associative, où tout ça a pris une place qui est extrêmement importante et qui fait partie de l'expérience étudiante, et qui, à mon avis, est hyper fondatrice. Elle est même essentielle. Moi, je l'ai vraiment beaucoup vécu avec les étudiants d'Audencia. Je pense que ce qu'on apprend dans le cadre des assos, c'est
peut-être pas aussi important, mais en tout cas c'est presque aussi important que ce qu'on apprend dans le cursus principal. De profiter justement de ça et de profiter aussi de toutes les nouvelles possibilités qu'offre le cursus, notamment la césure, le fait cette possibilité d'aller en entreprise, d'aller à l'étranger. Nous, on était au début de ça, hein, et peut-être si j'ai un regret ou si je voulais revivre mon parcours de Sciences Po, moi j'adorerais pouvoir faire une année à l'étranger dans un cadre étudiant. Je pense que c'est ça aussi, c'est extrêmement formateur. J'ai eu la chance de le vivre à travers le sport autrement, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu le vivre et voilà, je pense qu'en termes de chance de départ, c'est quelque chose qui apporte une ouverture et une proximité avec ce qu'est la vie d'après qui est vraiment importante. Pour moi, la notion d'inaccessibilité, mais parce qu'on a toujours cette tendance, et est-ce que c'est vraiment une idée reçue ou est-ce que c'est une réalité, en tout cas, il y a une forme d'autocensure réelle d'un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes à se présenter dans des cursus comme celui-là, et c'est vrai que à la fois on entretient évidemment le mythe, et c'est important hein, de se dire que l'IEP reste une formation qui est sélective, qui reste une formation de qualité, mais en même temps se dire qu'elle est accessible à tous ceux et à toutes celles qui se donnent les moyens et qui travaillent et qui ont envie d'y aller. Moi je savais à l'avance pourquoi je voulais le faire. J'ai pas été déçue de ce que j'y ai vécu, mais c'est vrai que culturellement, et pourtant c'était pas forcément, voilà, je venais pas d'un milieu du tout défavorisé et tout ça, mais je venais d'un milieu qui était très différent de celui de l'IEP. C'est vrai que culturellement, j'aurais pas forcément été poussée dans cette voie-là, mais voilà, moi je sais que c'est ça qui m'attirait, donc voilà, Marocco c'est aussi ça, c'est de faire quelque chose parce qu'on en a envie, parce qu'on se dit que ça va apporter un plus à son parcours, et pas parce qu'il y a une sorte de prédétermination à ce qu'on devrait faire, et peut-être inversement, voilà, moi quand je suis rentrée, on m'a dit Sciences Po, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas faire administration publique, parce que comme ça, tu auras un boulot de haut fonctionnaire quelque part, et ça sera très compatible avec ton handicap. Et moi, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Moi, je faisais Sciences Po pour l'ouverture sur les autres, pour faire un truc qui bouge. Et oui, à ce moment-là, j'ai cassé un peu un code, quoi. C'était pas ce qu'on voulait que je fasse. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de se saisir de l'opportunité, se présenter, travailler pour y arriver. Si on travaille, on y arrive parce que ça reste accessible. C'est vraiment une question de s'investir et d'avoir envie et de trouver le goût pour l'effort, pour y arriver, parce que ça demande par contre beaucoup d'efforts. Mais quelque part, là, il y a une analogie aussi avec le sport de haut niveau. C'est pas sport de haut niveau, c'est rarement du rêve, hein. C'est un peu de rêve, et c'est beaucoup d'heures d'entraînement, dans le dur, sous la pluie, loin de chez soi. Je réfléchissais à ça il y a quelques jours en écrivant un morceau sur ma vie à Montréal. J'ai adoré ma vie à Montréal, c'est une ville avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, mais en même temps, j'étais loin de ma famille. J'allais faire ma préparation physique en piscine. Quand je sortais, il faisait -15, -16, et j'avais les cheveux qui dépassaient du bonnet, qui gelaient instantanément. Certains matins, je retrouvais ma voiture sous un mètre de neige. Bon, c'était pas que glamour, et l'entraînement tous les jours, un peu jusqu'au bout de soi, tout ça, c'est pas très rigolo, quoi. Il y a pas que du plaisir là-dedans. Et puis un jour, il y a la récompense, quoi. J'entendais il y a quelques jours une interview d'Yannick Noah qui disait il faut aimer son chemin. Je crois qu'il y a que ça de vrai en fait. Hein. Il faut aimer les difficultés, il faut aimer aussi se faire mal, puis il faut savoir pourquoi on le fait. Et le jour où on sait pourquoi on le fait, on est capable d'atteindre tous les objectifs qu'on se donne.